Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bien belle journée, que la soirée s'annonce comme vous le souhaitez. On va aborder avec Armand Gunet quelques points qu'il souhaite développer et vous présenter sur ce plateau. On voit ça dans Causement Réunionnais. Armand Gunet, bonsoir. Bonsoir, Gismi. Alors, vous avez en tout cas pris le temps de noter ce que vous avez envie de dire, il y a beaucoup de choses. Relever les choses. En tout cas, il y a des choses que vous allez nous dire. Alors, par quel sujet vous voulez commencer tout de suite? On va commencer par les Réunionnais de la Creuse. Les Réunionnais de la Creuse. Voilà, je lis dans le HuffPost du 14 novembre. Les Réunionnais de la Creuse réclament un lieu de mémoire et de ressources. Et juste après, le chapeau qui dit... Dans les années 60-80, des enfants réunionnais ont été arrachés à leur famille pour limiter l'exode rural en France métropolitaine. 2 mensonges en un petit chapeau comme ça. J'en ai marre de le répéter, mais à chaque fois que je verrai l'erreur, je crois qu'il faudra le répéter. Ces enfants n'ont pas été envoyés en métropole pour limiter l'exode rural, puisqu'ils ont été envoyés dans 64 départements pendant 20 ans. Et par ailleurs, ils n'ont pas été arrachés à leur famille parce qu'ils n'avaient pas de famille. Il n'y a aucun gamin sur les 2200 qui avait une famille. Là, il n'avait pas de père et de mère. Je trouve que vous avancez beaucoup là. Non, c'est sûr. Non. Mais c'est parce que la Réunion est département français depuis 1946, et entre 1960 et 1980, la Réunion est toujours département français. Par conséquent, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas arriver dans une famille aimante avec un père qui travaille, une mère qui est besogneuse, et on arrive, on prend des enfants et les envoie en métropole. C'est absolument pas vrai. Moi, j'ai rencontré le directeur du Bimidum de l'époque, M. Gérard, qui m'a dit que ces enfants étaient tous envoyés sur décision judiciaire. C'est lui qui s'occupait de l'envoi de ses enfants en métropole. Lui-même n'a jamais envoyé un seul enfant en métropole. Il envoyait ceux qui lui étaient confiés, qui étaient auparavant à la DAS. Alors qu'il y ait eu des erreurs, qu'il n'y ait pas eu de suivi, qu'il y ait eu des maltraitances, cela est absolument certain. Il ne faut pas douter du témoignage de ces gens, mais de dire que on a arraché des enfants à leur famille, ou alors le terme n'est plus trop utilisé, j'en ai parlé à Madame Andanson qui est le porte-parole des enfants déplacés, on n'utilise plus le mot de déportation, mais il y a encore des gens qui disent quand même ces enfants ont été déportés, et ils l'ont été par le fait de Michel Debré, alors que tous les gens qui sont au courant du sujet savent que Michel Debré n'était pas du tout au début de cette affaire. Voilà. La question là-dessus, et pour avoir travaillé sur ce dossier en son temps, les témoignages montrent qu'il y avait une vraie peur dans les familles pauvres de la Réunion, qu'ils surveillaient leurs enfants pour éviter qu'une voiture passe et enlève l'enfant. Il y a eu des cas qui se sont avérés. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Et c'est pas parce qu'il y aurait eu 1 ou 2 ou 3 ou même 150 cas qu'il faut condamner les 2200 autres cas. On ne condamne pas. Voilà. Mais autant certains enfants qui ont fait partie des enfants de la Creuse ont réussi, non. Mais ceux-là, on n'en parle jamais. Si. Non, moi, en tout cas, je ne vois pas dans le Facebook des enfants de la Creuse, je ne vois jamais de témoignages de gens qui sont satisfaits. Je ne vois que des gens insatisfaits. J'ai eu l'occasion de voir des Réunionnais qui se sont adaptés, qui ont travaillé à l'école, qui ont fait le chemin, qui aujourd'hui se sont installés et qui ne veulent même pas revenir à la Réunion. Mais on les interroge pas. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu et entendu ce genre de témoignage. Moi, je n'ai jamais vu ni entendu ce genre de témoignage. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais peut-être que moi, je ne tends pas dessus. Il y en a, il y en a en tout cas un certain nombre, en tout cas qui le disent aujourd'hui. Ils ne regrettent pas ce qui s'est passé. En tout cas, ils sont contents de ce qui s'est passé et ils sont contents surtout d'avoir réussi leur vie. Mais surtout, à côté, il ne faut pas non plus nier qu'il y a eu des enfants qui ont disparu du jour au lendemain. Et je connais des cas où une maman est venue sur ce plateau pour dire je veux récupérer ma fille, elle ne veut pas revenir, et que aujourd'hui elle vit dans une voiture et que pour qu'elle revienne, il faut qu'on aille la chercher en métropole. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des cas qui sont vraiment qui ont été terribles. Je ne vais pas mettre la faute sur X ou sur Y, mais
si on regarde de manière objective la situation, il y a eu des cas positifs, c'est clair, mais il y a eu aussi des cas négatifs. Pour ceux qui se sont finis, il y a eu regardez le dossier qu'a sorti le Journal de Lille il y a quelques jours, c'est que il y a des gens, quand ils vont en métropole, ils n'arrivent pas à se retrouver, ils sont perdus, ils se retrouvent à la rue. Mais c'est la faute de qui ? C'est pas la faute de l'État. Bon, Gismi, il ne faut pas qu'on prenne 3 quarts d'heure sur ce sujet, qui est important, mais moi, encore une fois, ce que je regrette, ce sont les journalistes. Ce sont des journalistes qui exagèrent d'une manière absolument invraisemblable le sujet et qui se concentrent que sur une partie négative et ne parlent pas du but premier, ni des gens qui sont satisfaits. Moi, le HuffPost ou d'autres journaux comme ça, que j'écoute sur Internet, je ne vois pas ce genre de témoignages positifs. À mon avis, je ne vais pas vous apprendre que la presse est plus dans le sensationnalisme, dans tout ce qui touche la population, enfin tout ce qui émotionnellement permet de vendre leur journal. C'est quelque chose qui est que tout le monde connaît. On va pas changer ça. Bon, si je peux changer, bon courage à vous. J'écrirai. Mais j'ai déjà écrit, mais ils ne me répondent pas. J'ai déjà écrit à différents journaux qui parlent de ce sujet de cette manière. Bon, comme autre sujet, il y en a beaucoup, le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Ça, c'est juste une phrase pour dire qu'on se félicite de fêter les droits de l'enfant, mais que d'un autre côté, avec l'actuel gouvernement qui propose la PMA pour les femmes seules et les femmes lesbiennes, je pense qu'on s'assied avec ce projet de loi sur les droits de l'enfant. Je voulais mettre en parallèle ces deux faits. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Moi, je vois qu'on fête les droits de l'enfant. Oui. Et la PMA, c'est le refus du droit fondamental pour tout enfant d'avoir un père et une mère. C'est un refus fondamental. Vous n'avez pas de chance. Oui, pourquoi ? Parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui a grandi sans papa. Moi aussi. Mais c'est quand même un droit fondamental. C'est un droit fondamental. Voilà. Mais on ne peut pas nier un droit fondamental à un enfant. C'est un droit fondamental. Mais lui dire non monsieur, non mademoiselle, vous n'avez pas droit à avoir un père, c'est extrêmement grave. C'est une attaque. Mais la femme a montré, que ce soit la femme ou l'homme, l'un des deux parents a montré qu'il peut être à la hauteur malgré l'absence de l'autre. Non, pas du tout, Gismi. Non. Qu'une femme puisse se montrer à la hauteur, surtout une femme qui a perdu, par exemple, son conjoint dans un accident, qu'elle élève bien son enfant, oui, moi j'étais bien élevé par ma mère, il n'y a pas de doute là-dessus, j'ai fait toute ma scolarité, j'ai fait des études supérieures, j'ai voyagé dans de nombreux pays européens, dans la zone océan Indien. Je suis heureux de mon parcours intellectuel et culturel et spirituel, mais n'empêche que si j'avais eu un père aimant qui ramenait des sous au foyer et qui soit cultivé et qui me fasse partager sa culture, j'aurais été plus heureux que je ne suis maintenant. Voilà. Alors, je vais juste dire merci à ma mère, parce que c'est elle qui m'a permis de grandir, finalement, puisqu'elle était seule. Mais juste dire une chose, je veux dire que le droit, si demain l'homme pouvait procréer, est-ce que le PMA, dans ce sens-là, aurait un sens ? Non, pas du tout, c'est pareil. Le gamin a besoin d'un père et d'une mère, les deux. Alors, dans ce cas-là, voilà. Qu'est-ce qui explique comment on justifie les divorces ? Parce qu'on ne reconnaît pas que le mariage est un sacrement. On considère que c'est une formalité, que c'est une signature sur un bout de papier. Point barre, rien de plus. Alors là, ça veut dire aussi que la place de l'enfant dans une famille unie et une famille qui se désunie par le divorce évolue d'une façon ou d'une autre. Ça change le contexte. Le contexte peut changer. Il y a des gens qui ne tiennent pas leurs engagements. Les gens qui veulent divorcer ne tiennent pas leurs engagements. Mais malheureusement, dans ce cas, ce sont les enfants qui en pâtissent. Mais il existe des couples extrêmement heureux où les enfants ont un père et une mère. Voilà, moi j'ai des témoignages. Ça, je suis d'accord. Je ne contredis pas ça. Et si ça pouvait être comme ça, tant mieux. Mais ce n'est pas comme ça. Je ne dis pas qu'il faut valider ou pas le PMA. Je dis que, est-ce qu'on ne peut pas penser à une autre façon de créer une famille ?
Non. Pourquoi? Non, parce que nous, on défend les valeurs occidentales, et les valeurs occidentales sont des valeurs chrétiennes. Nous ne sommes pas dans un régime musulman, nous ne sommes pas dans un régime hindouiste, nous ne sommes pas dans un régime athée, nous ne sommes pas normalement, mais ça devient de plus en plus, nous ne sommes pas normalement dans un régime laïciste, nous sommes dans un régime de valeurs occidentales. C'est-à-dire qui repose sur le mariage comme un fondement solide de la société. Pas comme une vulgaire signature, comme certains disent, comme une vulgaire signature sur un vulgaire bout de papier. Voilà. C'est quelque chose de très important et sur lequel est fondée la famille. Et la famille est un élément constitutionnel de notre société qui, effectivement, de plus en plus est rejeté. Cette structure que vous venez de mettre en avant, c'est la panacée en termes de famille? Ça doit être la panacée en termes de famille. Ça doit être, voilà. D'accord. On passe à autre chose. Oui, alors, un petit mot pour dire que j'ai appris que dans des centres de dialyse, il y a des femmes charmantes qui sont les représentantes des usagers, qui passent avec des prospectus pour le suicide assisté de M. Romero. Hein. Et ces dames que j'ai interrogées... On va juste rappeler qui est M. Romero. M. Romero est un homosexuel notoire qui défend l'homosexualité comme une valeur fondamentale occidentale et qui, au surcroît, se fait le promoteur du suicide assisté, ce qui n'est actuellement pas autorisé par la loi française. Pourquoi notoire? Parce qu'il passe à la télévision, donc il est notoirement connu. Plus connu que moi, parce que moi je passe que sur Télé Créole. Je suis désolé pour vous. Ce que je veux dire, c'est que là, il a le droit, vous avez le droit de défendre vos idées. Oui. Il a aussi le droit de défendre les siens. Non, parce qu'il défend des idées qui sont absolument interdites actuellement par la loi française. C'est laquelle? Le suicide assisté. D'accord. Voilà. Donc, ce sont des dames qui m'ont dit au téléphone qu'elles se réclamaient de l'ARS. Donc, je leur ai dit, vous savez, j'habite à 50 mètres de l'ARS, j'irai me renseigner. Ce que j'ai fait, et l'ARS m'a dit, on ne distribue pas les papiers de M. Romero, ça ne se fait pas sous notre contrôle. Voilà. Oui, c'est vrai que je rappelle que il y a une loi là-dessus, mais à chaque fois, le gouvernement a reculé sur cette question-là. Le suicide assisté ne se pratique souvent dans des pays comme la Suisse ou le Canada. Voilà. Autre chose, on va être très bref, je ne vous demande pas de commentaires là-dessus, Gismi. Lorsque la cave se trouvait rue Général de Gaulle, oui. La cave était un petit bâtiment, et il y avait devant un espace pour 3 voitures handicapées côte à côte. Maintenant, la CAF a déménagé, elle se trouve à Beauséjour, elle a peut-être triplé de surface, et il n'y a plus qu'une seule place pour handicapés. Alors je ne sais pas s'il revient à la CAF ou à la mairie de Sainte-Marie de mettre un nombre quand même convenable de parkings handicapés. Je lance le débat à la télévision, je renvoie donc le directeur de la CAF et le maire de Sainte-Marie à leurs obligations pour savoir lequel doit faire l'aménagement de parkings handicapés dignes de ce nom pour les véhicules handicapés. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore qui m'a choqué il y a quelques semaines? J'ai lu dans Clic à nous qu'il y a un service dédié aux mineurs souhaitant donc avoir des informations sur la contraception. Je suis allé dans le service, on m'a dit nous avons ça comme flyer, on m'a donné 2 petits flyers, j'ai demandé qui en était à l'origine, on m'a dit que c'est le service gynécologie. Donc je me suis renseigné, manque de peau, il n'y avait personne au service gynéco, j'ai dû revenir, on m'a dit revenir, mais en fait je ne suis pas revenu, j'ai donc téléphoné, j'ai fini par voir au bout du fil le patron du service gynéco qui s'est présenté comme un professeur de médecine. Bon, j'ai une culture générale un petit peu plus étendue que la moyenne et je m'intéresse bien particulièrement à ce sujet. Donc par conséquent, j'ai dit à ce professeur de médecine qu'il y a des médecins qui s'assiedent sur leur serment d'Hippocrate, que ces prospectus étaient ou incomplets ou mensongers. Et il m'a dit qu'il ne voulait pas se faire insulter. Je lui ai dit, je ne vous insulte pas, je vous dis la vérité. Vos prospectus sont ou incomplets ou mensongers. Parce qu'un prospectus, un flyer, ce sont des flyers, hein, ce sont des petits flyers, il y a un qui disait la pilule, pas de problème, ça ne rend pas stérile. Hein. Et ensuite, la feuille d'à côté, la pilule du lendemain, il ne faut pas en abuser. Mais sans dire ce que c'est et sans dire pourquoi.
Donc c'est absolument incomplet. La pilule du lendemain n'est pas une pilule, c'est un avortement chimique. Ce n'est pas n'importe quoi. Par conséquent, non seulement il ne faut pas en abuser, mais il faudrait même ne pas en avoir recours, et en sachant, quand on a recours, ce que c'est exactement. Qu'est-ce que c'est ? Un avortement chimique. Donc on prend un comprimé qui permet soit que l'ovulation n'ait pas lieu, elle n'a pas eu lieu, si par exemple il y a un espace de temps très court entre l'acte sexuel complet et la prise de cette dite pilule du lendemain. Sinon, si l'ovulation a déjà eu lieu, si l'ovule est déjà entré dans la trompe de Fallope et que le spermatozoïde est monté et a fécondé cet ovule s'appelle, lorsqu'il a 2 cellules, un zygote. Un zygote est un être humain de 2 cellules. Un être humain de 2 cellules. Ensuite, cela va vite, ça double. 4 cellules, 8 cellules, 16, 32, 64, etc. C'est un être humain. L'être humain n'est pas fonction du nom qu'on lui donne, mais de sa réalité. Lorsqu'il a 2 cellules, c'est un zygote. Lorsqu'il a 3 ans, c'est un enfant. Lorsqu'il a 17 ans, c'est un adolescent. Lorsqu'il a 45 ans, c'est un adulte. Quand il a 85 ans, c'est un vieillard. Mais quel que soit le nom que l'on donne à un être humain reste un être humain. Voilà. D'accord. Autre point ? Oui, un gros point, Gismi. On est un petit peu en retard parce que c'est pas grave. Vous aurez l'occasion de revenir après. On a raté des émissions à cause d'autres imprévus. Ouais. Et donc je voudrais parler quand même un petit peu de la manif qui a eu lieu à Paris contre l'islamophobie. Une manif qui a eu lieu à l'initiative du CCIF, qui est le comité contre l'islamophobie en France. J'ai eu l'occasion d'écrire aux prédécesseurs. Juste une chose. Oui. Qu'est-ce que c'est l'islamophobie ? Ben justement, j'ai eu l'occasion d'écrire, je l'ai expliqué, à M. Collomb, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur. Je lui ai fait un courrier, il m'a répondu en disant qu'il avait bien compris ce que je lui ai dit. Mais il n'a pas agi en ce sens. Je lui avais dit que l'islamophobie, ça venait du grec phobos, qui veut dire une peur irraisonnée, une peur, je dirais une peur débile, une peur maladive. Par conséquent, dire que les Français, dans leur totalité, souffrent d'une pathologie grave qui consiste à avoir une peur irraisonnée et injuste de l'islam, c'est une insulte. Voilà. Moi, j'ai inventé un mot, parce que j'ai fait un petit peu d'études classiques, et j'ai des amis qui sont comme moi, on s'est penché sur le problème, et avec un ami helléniste, on a trouvé un mot pour remplacer celui de islamophobie. J'ai créé le mot islamodéie, du grec déos, qui veut dire une peur justifiée et raisonnée. Si les Français n'aiment pas l'islam, c'est qu'il y a des raisons, qu'il y a de bonnes raisons, et ils sont donc islamodés, non pas islamophobes. Je trouve que là, vous êtes en train de mettre ensemble des choses qui ne doivent pas être. Je veux dire, la peur de quelqu'un, ça veut dire que vous vous sentez menacé, vous vous sentez en danger. Là, je ne pense pas que c'est vrai pour une population. Ben non, c'est pas vrai pour la population française, effectivement, qui n'a pas lieu d'avoir peur de l'islam parce que je ne sais pas quelles raisons pathologiques ils auraient. Ils ont des raisons qui sont justifiées, non pas pathologiques. Il y a quand même une forme de peur qui existe, qui se voit dans les comportements, qui se voit à travers des choses de la vie. Je ne suis pas Gismi. C'est-à-dire que dénoncer l'islamophobie, c'est que les gens ont peur d'une population. Ça, c'est une réalité. Il y a mais quels gens qui ont peur ? Ce sont les musulmans ou les non-musulmans qui ont peur des autres ? C'est les autres qui ont peur des musulmans, apparemment. Ben justement, mais c'est justifié. Quand vous voyez que le représentant, le meilleur représentant sur terre de l'islam, c'est Daesh, on a des raisons d'avoir peur. Non, là vous faites un calcul, vous faites un tracé direct. Je veux dire que tout le monde ne peut pas, on peut pas mettre tout globalisé et voir tout en noir comme ça. C'est trop facile. C'est pas voir en noir. Et encore une fois, on l'avait déjà dit, mais on le redit. Pardon, il existe une peur de l'islam qui n'est pas forcément une peur des musulmans. Et il ne faut pas mettre dans le même sac l'islam et le musulman. L'islam, comme je l'avais dit, et je vous ai envoyé un mail, et même plusieurs mails avec des vidéos, j'ai envoyé les mêmes vidéos à Farsad
et Agui, pour bien montrer que l'islam est une idéologie totalitaire, dont l'ancien recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, a eu l'occasion de le dire dans une vidéo que je vous ai envoyée, et Dalil Boubaker dit « L'islam est bel et bien une idéologie ». Alors qui sommes-nous, nous qui ne sommes pas musulmans, pour dire le contraire ? Là, vous jouez sur les mots. Mais quoi qu'il en soit, on arrête là, on a déjà dépassé 10 minutes. On reste là. Merci à mon Guéné pour ces informations que vous nous apportez. On est déjà à 25, on a déjà passé de 1 minute. Bon. Oui, ça passe très vite 20 minutes. Merci, on se revoit la semaine prochaine sur les autres points de ce que vous avez à dire. Oui. Parce que je vais recevoir les autres personnes. Alors d'abord, on va regarder donc la deuxième partie du jubilé de Josua Rakoto, donc le jubilé de ce pasteur protestant. Après, on regardera le Kosaïdi dans notre commune. On se voit juste après. Qu'est-ce que ce jubilé représente pour vous et vos collègues ? Il représente énormément puisque c'est le jubilé du pasteur Rakoutoun Josua qui a officié d'abord à Madagascar et ensuite ici depuis plus de 10 ans, qui a été secrétaire général de l'organisation protestante à Madagascar, donc qui a joué un rôle à la fois religieux bien entendu mais politique extrêmement important pendant les moment de grande confusion à Madagascar. Et donc, quand il est arrivé ici, il a été le premier pasteur de l'église protestante malgache en France, ici même à La Réunion, donc, puisque ça existe aussi en France, la FMA existe en France depuis 1957. Et donc maintenant, ce jubilé représente donc tout ce travail pour notre foi, pour Jésus-Christ, auquel nous croyons plus que jamais dans ces moments difficiles à travers le monde.
serait le sens ou la signification de ce jubilé aujourd'hui en l'honneur de Josua? Eh bien, ça veut dire que le pas qui devait être marqué, c'est la continuation. Et d'un côté, la fraternité. La paix entre chrétiens, entre églises. Et vous avez pu remarquer la présence de toutes les dénominations, que ce soit protestantes, aussi bien que l'accueil que l'Église catholique nous a réservé. Et deuxièmement, parce que lui, il est aussi membre du dialogue interreligieux. Pour toutes ces raisons, nous nous joignons à cette assemblée jubilaire pour vous présenter, et il est écrit en majuscule, bien affectueusement, à tous les deux, nos fraternelles félicitations. Que le Très-Haut vous bénisse. Idriss Issop Bagnon, président du GPIR, et en notre nom à tous du GPIR, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Alors, vous avez pu entendre le message du président de ce dialogue qui n'est pas chrétien. Voilà. Comment faut-il aujourd'hui regarder l'évolution des religions? Comment les religions, tout en respectant leurs dogmes, en respectant leurs cadres, leurs traditions, peuvent cheminer ensemble, peuvent évoluer ensemble vers Dieu, parce que d'une façon ou d'une autre, il y a un Dieu, et je ne sais pas si c'est le même ou pas, mais en tout cas, chacun honore son Dieu. Et oui, le fait de pouvoir s'écouter tout d'abord, se comprendre, comme il a été dit, lorsque sa fille l'avait expliqué, hein, écouter c'est déjà quelque chose, mais aussi dialoguer surtout, afin de pouvoir donner et remarquer les différences qui n'allaient pas être un creux qui va nous séparer, mais d'autant plus, il faut faire comprendre qu'on travaille, on agit dans une même nation, par un même peuple, si je pourrais dire ainsi, alors que chacun puisse exprimer et témoigner leur foi et faire de ce que nous pouvons faire jusque, voilà ce que Monseigneur avait martelé tout à l'heure, nous n'allons pas déterminer jusqu'à quand, mais c'est à Dieu seul d'en déterminer, voilà.